7 milliards et demi d'années. C'est depuis tout ce temps que la surface de cet objet est exposée au rayonnement cosmique. La Terre n'existait pas encore. Le Soleil ne s'était pas encore formé. La vie complexe n'apparaîtrait que 4 milliards d'années plus tard dans l'univers. Et pendant tout ce temps, 7 milliards et demi d'années, cet objet a voyagé dans l'obscurité entre les étoiles, bombardé par des rayons cosmiques à pleine intensité. Aucun champ magnétique ne le protégeait, aucune atmosphère pour le protéger, juste un rayonnement brut, non filtré, seconde après seconde, millénaire après millénaire, pendant plus longtemps que notre système solaire n'existe. Et maintenant, cette croûte ancienne s'évapore. Elle se sublime sous la chaleur de notre Soleil. Elle révèle quelque chose en dessous qui ne correspond à aucune chimie connue, des signatures chimiques qui ne devraient pas exister, des rapports isotopiques qui contredisent nos modèles. Et la communauté scientifique, elle minimise tout cela. Elle le qualifie d'inattendu mais explicable. Elle dit que nous avons besoin de plus de données avant de tirer des conclusions. Mais que se passe-t-il si les données dont nous disposons déjà crient quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre ? Laissez-moi vous dire ce que nous observons réellement ici, car l'histoire de la croûte irradiée de 3I Atlas est l'histoire du temps lui-même écrite dans la glace et les radiations. Il ne s'agit pas seulement d'une comète, il s'agit de ce qui se passe lorsque la matière survit dans l'environnement le plus hostile imaginable à l'échelle géologique. Et ce que nous découvrons, c'est que le voyage change tout. L'objet qui a quitté son système stellaire d'origine il y a 7 milliards et demi d'années n'est pas le même que celui qui est arrivé ici. La croûte s'est transformée en quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, quelque chose qui remet en question toutes les hypothèses que nous avons formulées sur les objets interstellaires. Le télescope spatial James Webb l'a détecté en premier. En août 2025, alors que 3I Atlas était encore loin du Soleil, le spectrographe proche infrarouge de Webb a analysé la composition de la surface de la comète. Procédure standard. Il recherchait de la glace d'eau, du dioxyde de carbone, du méthane, les suspects habituels dans la chimie cométaire. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une abondance inhabituelle de dioxyde de carbone. Pas seulement abondant, mais dominant. La surface de la comète contenait 10 fois plus de CO2 que d'eau par rapport à toutes les comètes du système solaire que nous avions mesurées jusqu'alors. C'était le premier indice que quelque chose était différent. Mais la véritable révélation est venue lorsqu'ils ont analysé les rapports isotopiques. Le carbone a 2 isotopes stables, le carbone 12 et le carbone 13. Le rapport normal dans le système solaire est d'environ 89 atomes de carbone 12 pour un atome de carbone 13. Ce rapport varie légèrement d'un objet à l'autre en fonction de leur lieu et de leur mode de formation, mais il reste dans une fourchette prévisible. Atlas, à 3 yeux, le rapport était de 73 pour 1. Ce n'est pas une variation minime. Il s'agit d'un écart fondamental qui suggère un environnement de formation radicalement différent de tout ce qui existe dans notre système solaire, ou qui suggère que quelque chose est arrivé au carbone au cours de son voyage de 7 milliards et demi d'années. Le docteur Ryan Majolo du Goddard Space Flight Center de la NASA a dirigé l'analyse. Son équipe a passé 3 mois à construire des modèles informatiques simulant ce qui arrive à la glace lorsqu'elle est bombardée par des rayons cosmiques pendant des milliards d'années. La modélisation était basée sur des travaux antérieurs, étudiant les effets des rayonnements sur les comètes du système solaire, mais à une échelle interstellaire. Ce qu'ils ont découvert était choquant. Après environ 1 milliard d'années d'exposition, la transformation est complète. Les 15 à 20 mètres extérieurs de la comète sont fondamentalement modifiés. Le monoxyde de carbone se transforme en dioxyde de carbone. La structure cristalline de la glace change. Les liaisons chimiques se rompent et se reforment en de nouvelles configurations. La surface devient une croûte forgée par les rayonnements qui ne représentent plus le matériau d'origine. Réfléchissez à ce que cela signifie. Lorsque les astronomes observent 3I Atlas et analysent son spectre, ils ne voient pas la matière provenant de son système stellaire d'origine. Ils voient le produit du voyage. C'est comme essayer de comprendre une poterie ancienne en analysant la glaçure plutôt que l'argile. La glaçure vous renseigne sur le processus de cuisson, pas sur la matière d'origine. La croûte de 3I Atlas nous renseigne sur l'espace interstellaire, pas nécessairement sur l'environnement dans lequel elle s'est formée. Comme l'explique Majolo dans son article publié le 15 octobre dans Nature, 3I Atlas est désormais le produit de son voyage interstellaire et non plus de son lieu d'origine, du moins en apparence. Du moins en apparence. Cette nuance est cruciale, car sous cette croûte irradiée, des matériaux vierges pourraient encore exister. Une matière qui a été protégée par les couches endommagées par les radiations situées au-dessus. Une matière qui pourrait nous renseigner sur un autre système stellaire, tel qu'il était il y a 7 milliards et demi d'années.
C'est ce que les scientifiques espéraient trouver lorsque la comète s'est approchée du périhélie et que la chaleur solaire a commencé à éroder la surface. C'est ce qu'ils pensaient qu'il se passerait. La croûte se sublimerait, révélant la glace ancienne située en dessous, nous donnant un aperçu des conditions autour d'une étoile lointaine, à l'époque où l'univers avait la moitié de son âge actuel. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit était bien plus étrange. 3 novembre 2025, le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili a effectué une spectroscopie haute résolution alors que la comète approchait du périhélie. Il recherchait spécifiquement des changements dans la composition chimique à mesure que les couches superficielles se sublimaient. Le docteur Sofia Ramirez dirigeait l'équipe d'observation. Son analyse initiale, publiée le 7 novembre, notait une cohérence surprenante dans les caractéristiques spectrales malgré une perte de masse importante. Traduction: la composition chimique ne changeait pas, même si la surface s'évaporait. La croûte se détachait, mais ce qui se trouvait en dessous semblait chimiquement identique à la croûte elle-même. Cela n'a aucun sens selon le modèle standard. Si la croûte est une couche endommagée par les radiations et que l'intérieur est constitué de glace vierge, leur composition chimique devrait être différente. La couche endommagée devrait présenter des rapports isotopiques modifiés, des structures moléculaires changées, de nouveaux composés créés par les radiations. L'intérieur vierge devrait présenter la composition chimique d'origine. La transition entre la croûte et l'intérieur devrait être évidente dans les données spectroscopiques. Ce n'était pas le cas. La cohérence suggérait soit que les dommages causés par les rayonnements pénétraient beaucoup plus profondément que ne le prévoyaient les modèles, soit que l'objet entier avait une composition uniforme, soit qu'il se passait autre chose que les modèles ne prenaient pas en compte. L'équipe du Dr Ramirez a effectué des observations supplémentaires du 8 au 10 novembre. Même résultat. Les signatures chimiques sont restées constantes, alors que la luminosité a augmenté d'un facteur de 2,1. La comète produisait d'énormes quantités de gaz, 5,7 fois 10 à la puissance 28 molécules d'eau par seconde au 10 novembre, mais les rapports isotopiques ne changeaient pas. Le rapport carbone 13, carbone 12 restait de 73 pour 1. Les rapports isotopiques de l'oxygène présentaient une cohérence similaire. Cette uniformité lors d'un événement de dégazage massif est sans précédent dans la science cométaire. Puis vint le problème de l'ammoniac. Le 12 novembre, l'observatoire Gemini à Hawaï a détecté des raies spectrales d'ammoniac. L'ammoniac ne devrait pas être présent à cet endroit. Il n'est pas stable dans les régions extérieures des systèmes stellaires où se forment les comètes. L'ammoniac se sublime à des températures beaucoup plus élevées que l'eau ou le CO2, il n'existe donc que dans des environnements très froids, comme les bords extérieurs des systèmes planétaires au-delà de la ligne de glace. La présence d'ammoniac dans 3I Atlas suggère qu'il s'est formé dans une région extrêmement froide de son système d'origine. Mais s'il s'est formé dans un environnement aussi froid, pourquoi présente-t-il des rapports isotopiques aussi inhabituels? Les environnements de formation froid produisent des signatures isotopiques spécifiques qui ne correspondent pas à celles de 3I Atlas. La présence d'ammoniac contredit les données isotopiques. Les deux ne peuvent être vrais simultanément selon les modèles de formation standard. Le docteur Ramirez a tenté de concilier cette contradiction. Son hypothèse de travail, présentée lors d'une conférence astronomique à Washington en décembre, est la suivante. Peut-être que l'objet s'est formé dans un disque protoplanétaire, avec des gradients chimiques très différents de ceux de notre propre système solaire. Peut-être que l'étoile autour de laquelle il s'est formé avait des abondances élémentaires inhabituelles qui ont créé des distributions isotopiques non standards. Peut-être, et là, elle s'est interrompue, choisissant ses mots avec soin. Peut-être que nous assistons à une combinaison de chimie de formation et d'altération par rayonnement qui crée une signature que nous n'avons jamais rencontrée auparavant. Nous avons besoin de plus de données pour distinguer les différentes possibilités. Mais il n'y a pas plus de données. Pas du moins pas de données qui permettraient de résoudre ces questions. 3I Atlas s'est approché au plus près du Soleil le 7 novembre. Distance au périhélie, 0,98 unités astronomiques, à peine plus proche que l'orbite de la Terre. Après le périhélie, la comète a commencé à s'éloigner. En décembre, elle était trop faible pour permettre une spectroscopie détaillée à partir de télescopes terrestres. En janvier 2026, seuls les plus grands télescopes pouvaient encore la détecter. La fenêtre permettant de recueillir des données essentielles s'est refermée avant que la communauté scientifique ait pu analyser pleinement ce qu'elle observait. C'est inhabituel. Normalement, lorsque les scientifiques rencontrent un objet anormal, ils mobilisent des ressources. Ils coordonnent les observations entre plusieurs installations.
Il rédige des propositions d'intervention rapide pour les grands télescopes. La communauté astronomique sait généralement tirer parti des occasions rares. Mais dans le cas de 3i Atlas, cette mobilisation ne s'est jamais pleinement concrétisée. Certains observateurs ont tenté d'assurer un suivi. Une coordination amateur a eu lieu. Mais la campagne professionnelle à grande échelle qui aurait dû avoir lieu n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Le Dr Ramirez a fourni une explication lors d'une conversation privée. Nous avons essayé. Nous avons soumis des propositions à Hubble, à Webb, au programme Director's Discretionary Time de l'ESO. Certaines ont été approuvées, mais avec de longs délais. D'autres ont été rejetées au motif qu'elles ne démontraient pas une urgence scientifique suffisante. Lorsque certaines fenêtres d'observation se sont présentées, l'objet avait disparu sous les seuils utiles du rapport signal-bruit. Nous avions l'impression de mener un combat difficile pour obtenir des ressources. Elle n'a pas précisé qui ou quoi était à l'origine de ce combat difficile, mais le schéma suggère une résistance institutionnelle à consacrer des installations de premier ordre à un objet qui soulevait des questions dérangeantes. Ce sont les rapports isotopiques qui mettent les gens mal à l'aise, car il n'y a en réalité que deux explications possibles. Premièrement, l'objet s'est formé dans un environnement stellaire si différent d'une autre que nos modèles de formation ne s'appliquent pas. Cela signifie que notre compréhension de la formation des systèmes planétaires est moins universelle que nous le pensions. Tous les modèles que nous avons construits sont basés sur l'étude de notre système solaire et sur l'observation des disques protoplanétaires autour des jeunes étoiles. Nous partons du principe que la chimie de base est la même dans toute la galaxie. La découverte d'un objet présentant des signatures isotopiques fondamentalement différentes remet en question cette hypothèse. Elle suggère que les systèmes stellaires peuvent produire une chimie qui dépasse le cadre de notre modèle. Cela dérange les théoriciens qui ont passé leur carrière à élaborer ces modèles. Deuxième explication, les rapports isotopiques ne sont pas naturels. Ils résultent d'un processus autre que la nucléosynthèse stellaire et la formation planétaire. Quel processus ? La séparation artificielle des isotopes. La technologie. Si vous vouliez construire un vaisseau spatial de longue durée utilisant de la glace comme bouclier anti-radiation et comme propulseur, vous pourriez concevoir des rapports isotopiques spécifiques pour des raisons de performance. Les isotopes plus légers se subliment à des températures légèrement différentes de celles des isotopes plus lourds. Le contrôle du mélange isotopique vous permet de contrôler le comportement de dégazage. C'est spéculatif. Mais ce n'est pas fou. La séparation isotopique est un processus industriel courant sur Terre. Nous le faisons pour l'enrichissement de l'uranium, pour les isotopes médicaux, pour des applications scientifiques. Une civilisation avancée disposerait probablement d'une technologie de séparation des isotopes bien supérieure à la nôtre. Si 3i Atlas était artificiel, des rapports isotopiques conçus artificiellement seraient une caractéristique plausible. Personne ne veut le dire publiquement. Suggérer qu'un objet astronomique est artificiel sans preuve irréfutable revient à mettre fin à sa carrière. Mais dans les conversations privées, la question se pose. Pourquoi les isotopes sont-ils incorrects ? Pourquoi y a-t-il de l'ammoniac là où il ne devrait pas y en avoir ? Pourquoi la composition chimique est-elle restée constante pendant un événement de dégazage massif ? Pourquoi les dommages causés par 7 milliards et demi d'années de rayonnement ne pénètrent-ils pas plus profondément que 15 à 20 mètres, alors que les modèles indiquent qu'ils devraient aller beaucoup plus loin ? Chaque question a une réponse naturelle possible, mais prises ensemble, elles forment un ensemble étrange. Le docteur Martin Cross, à Oxford, étudie la formation des comètes. Je lui ai demandé directement, ces observations pourraient-elles être compatibles avec un objet artificiel ? Sa réponse, compatible ? Oui. Diagnostic ? Non. Tout ce que nous observons pourrait résulter d'une formation naturelle dans un environnement inhabituel, à laquelle s'ajoutent des dommages causés par les rayonnements que nous ne comprenons pas entièrement. Mais si quelqu'un me demandait de concevoir une sonde interstellaire déguisée en comète, je la concevrais de manière très similaire à ce que nous observons. Une composition uniforme pour éviter les changements spectroscopiques pendant la sublimation. Des rapports isotopiques optimisés pour la gestion thermique. De l'ammoniac pour la propulsion à basse température. Une croûte de rayonnement offrant une protection naturelle et une furtivité. Cela fonctionnerait. Cela signifie-t-il que 3i Atlas est artificiel ? Non. Cela signifie-t-il que nous devrions envisager cette possibilité ? Intellectuellement, oui. Professionnellement, c'est beaucoup plus compliqué. Professionnellement compliqué. Cette expression résume parfaitement la situation. Les données sont ambiguës. Les implications sont énormes. Les incitations institutionnelles favorisent toutes une interprétation conservatrice. Disons qu'il s'agit d'une comète naturelle aux propriétés inhabituelles. Disons que nous avons besoin de plus de données. Disons qu'une étude plus approfondie est nécessaire. Ce sont des positions sûres,
Elle ne suscite pas de controverse, elle ne menace pas le financement, elle n'attire pas les moqueries des collègues. Mais que se passe-t-il si l'interprétation conservatrice est erronée ? Que se passe-t-il si une croûte vieille de 7,5 milliards d'années essaie de nous dire quelque chose que nous refusons d'entendre parce que cela nous obligerait à reconnaître des possibilités que nous avons été formés à rejeter ? La croûte s'est évaporée. Nous avons vu ce qu'il y avait en dessous. Cela ne correspond pas à nos modèles. À quel moment, inhabituel mais naturel, devient-il « nous devons sérieusement envisager d'autres possibilités ?» C'est la question que la communauté scientifique évite. Et plus elle l'évite, plus il devient difficile d'y répondre honnêtement, lorsque des preuves définitives finissent par émerger. La croûte a maintenant disparu, sublimée dans l'espace. La fenêtre s'est refermée. Nous n'aurons plus jamais l'occasion d'étudier 3I Atlas au périhélie. Il s'éloigne dans l'espace interstellaire, s'estompant dans l'obscurité, emportant ses secrets avec lui. Avons-nous manqué quelque chose d'essentiel ? La prudence institutionnelle nous a-t-elle coûté la chance de faire la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité ? Ou bien réfléchissons-nous trop à des données ambiguës, provenant d'un objet inhabituel, mais finalement naturel ? Ces questions resteront sans réponse. Pas pour 3I Atlas, mais pour le prochain visiteur interstellaire ? C'est à ce moment-là que nous saurons si nous sommes capables de reconnaître quelque chose de vraiment anormal, ou si nos cadres sont si rigides que nous rationaliserons toute preuve qui ne correspond pas. La croûte vieille d'1 milliard d'années nous a montré les limites de nos modèles. Ce qu'elle ne nous a pas montré, c'est si nous sommes capables de transcender ces limites lorsque les données l'exigent. La physique du bombardement par les rayons cosmiques est brutale et précise. Des protons et des noyaux atomiques à haute énergie se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière percutent les molécules de surface, brisant les liaisons chimiques, déplaçant les atomes et créant des cascades de particules secondaires. Chaque impact libère une énergie équivalente à des milliers de réactions chimiques simultanées. Au fil des millions d'années, cela transforme la structure de la surface au niveau moléculaire. Au fil des milliards d'années, cela réécrit complètement la chimie. L'équipe du Dr Ryan Majolo à Goddard a modélisé ce processus à l'aide de simulations Monte Carlo, des méthodes statistiques qui suivent les impacts de millions de particules individuelles et calculent les effets cumulatifs. Ils ont commencé avec la composition standard de la glace cométaire, 80% d'eau, 15% de monoxyde de carbone, 5% d'autres substances volatiles. Ils l'ont ensuite bombardée avec un flux de rayons cosmiques correspondant à l'environnement interstellaire. La simulation a duré 7 milliards et demi d'années. Temps de traitement sur les superordinateurs de la NASA, 47 jours. Les résultats ont été publiés dans Nature le 15 octobre 2025. La transformation est complète. Après 1 milliard d'années, le monoxyde de carbone s'est en grande partie transformé en dioxyde de carbone, par oxydation induite par les rayonnements. La structure de la glace d'eau est passée de cristalline à amorphe, ce qui signifie que le réseau moléculaire organisé a été perturbé et est devenu désordonné. Après 3 milliards d'années, les 15 premiers mètres de la surface se sont affaiblis mécaniquement. Les dommages causés par les rayons cosmiques ont créé des microfractures et des vides qui rendent la croûte fragile et poreuse. Après 5 milliards d'années, la composition chimique s'est stabilisée pour atteindre un nouvel équilibre. Le dioxyde de carbone domine, la teneur en eau a diminué par photolyse, de nouveaux composés se sont formés à partir des radicaux libres créés par le rayonnement. Après 7 milliards 500 millions d'années, soit l'âge de la croûte de 3I Atlas, les 20 mètres extérieurs sont fondamentalement modifiés. La chimie de formation d'origine est effacée. Les rapports isotopiques sont modifiés par des réactions nucléaires induites par les rayons cosmiques à haute énergie. L'objet est devenu le produit de son voyage et non plus de son origine. C'est ce que le modèle de Majolo avait prédit. C'est ce qui aurait dû être observé lorsque 3I Atlas s'est approché du Soleil, mais l'observation ne correspondait pas à la prédiction. Le modèle de Majolo prédisait un déplacement des isotopes vers des isotopes plus légers. Le rayonnement devrait préférentiellement éjecter les neutrons des noyaux atomiques, réduisant ainsi le nombre de masses. Le carbone 13 devrait diminuer par rapport au carbone 12. 3I Atlas a montré le contraire. Le carbone 13 était élevé. Le modèle prédisait une transition chimique progressive à mesure que la croûte se sublimait et que les couches plus profondes étaient exposées. 3I Atlas a montré une cohérence chimique. Le modèle prévoyait une épaisseur de croûte d'environ 20 mètres. Le calcul de l'épaisseur réelle de la croûte nécessite de mesurer la quantité de matière sublimée. D'après les taux de dégazage observés entre octobre et novembre, environ 40 à 60 mètres de matière superficielle ont été perdus. Pourtant, les signatures chimiques n'ont pas changé.
La croûte semble s'étendre plus profondément que ne le permettent les modèles. La réponse de Majolo à cette divergence est révélatrice. Dans une interview accordée au magazine Sky and Telescope, publiée le 1er décembre, il a déclaré « Nos modèles sont basés sur des mesures en laboratoire des effets du rayonnement sur la glace, extrapolés à l'échelle cosmique. Cette extrapolation peut introduire des erreurs. L'environnement de rayonnement interstellaire peut différer de ce que nous avons supposé. La trajectoire de l'objet à travers la galaxie a peut-être traversé des régions présentant un flux de rayonnement inhabituel. De nombreux paramètres pourraient expliquer la différence entre le modèle et l'observation. Puis, après une pause remarquée par l'intervieweur, il a ajouté « Ou bien la composition de l'objet pourrait être très différente de ce que nous avons supposé au départ. S'il ne s'agissait pas à l'origine d'une comète de glace standard, notre modèle ne s'appliquerait pas. » Cette dernière phrase est la clé. Les modèles ne sont valables que dans la mesure où leurs hypothèses le sont. Si 3I Atlas n'était pas à l'origine une comète normale, si sa composition était inhabituelle dès sa formation, ou s'il avait été conçu plutôt que formé naturellement, alors les modèles de dommages causés par le rayonnement basé sur la glace cométaire standard donneraient des réponses erronées. La divergence entre le modèle et l'observation ne signifie pas nécessairement que le modèle est erroné. Cela pourrait signifier que l'objet est erroné. J'entends par là, erroné pour une comète naturelle. Mais suggérer que l'objet pourrait ne pas être naturel déclenche immédiatement des réactions négatives. Lorsque le docteur Elena Kim de l'Université nationale de Séoul a publié en novembre un article proposant que les rapports isotopiques de 3I Atlas pouvaient s'expliquer par un enrichissement isotopique artificiel, la réponse a été rapide et sévère. Le docteur Bernard Lafontaine, de l'Observatoire de Paris, a publié une réfutation dans les 2 semaines, arguant que des processus naturels exotiques pouvaient produire des rapports similaires, sans faire appel à la technologie. La réfutation était méthodologiquement solide. Elle passait également à côté de l'essentiel. Kim ne soutenait pas que l'origine artificielle était la seule explication possible. Elle affirmait qu'il s'agissait d'une explication possible qui méritait d'être prise en considération. La réfutation de Lafontaine a traité le possible comme probable, puis a démoli une position que Kim n'avait jamais adoptée. C'est un schéma récurrent dans le discours scientifique sur les objets anormaux. La position conservatrice, origine naturelle avec des propriétés inhabituelles, est la position par défaut et ne nécessite qu'une plausibilité, pas une preuve. La position alternative, origine technologique, nécessite des preuves irréfutables avant même d'être sérieusement discutée. Cette asymétrie est logique pour les affirmations ordinaires. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, mais cela crée un angle mort. Si un objet artificiel était détecté, combien de preuves seraient nécessaires avant que la communauté scientifique ne le reconnaisse? Qu'est-ce qui serait considéré comme une preuve suffisante? Personne n'a défini ce seuil. Cela signifie que la communauté pourrait inconsciemment continuer à relever la barre des preuves à mesure que les données s'accumulent, trouvant toujours des raisons de privilégier l'explication naturelle, quelles que soient les observations. Le Dr Kim a abordé cette question dans une interview accordée à une revue scientifique coréenne publiée le 10 décembre. Je ne dis pas que 3I Atlas est artificiel, je dis que nous devrions établir des critères clairs pour déterminer quelles preuves indiqueraient une origine artificielle afin de savoir ce qu'il faut rechercher. À l'heure actuelle, nous comparons les modèles naturels. Si les données ne correspondent pas, nous élargissons les modèles ou ajoutons des paramètres jusqu'à ce qu'elles correspondent. C'est une pratique scientifique normale. Mais cela signifie que nous pourrions passer à côté d'objets artificiels, car nous sommes tellement déterminés à trouver une explication naturelle que nous ne voyons pas d'autres possibilités. Nous avons besoin d'un cadre pour reconnaître la technologie lorsque nous la rencontrons. Or, ce cadre n'existe pas. Elle a raison, il n'existe pas de cadre établi. Le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'intelligence extraterrestre, se concentre sur les signaux radio. Il s'agit d'une communication active. Qu'en est-il des artefacts passifs? Qu'en est-il des objets conçus non pas pour communiquer, mais pour atteindre un autre objectif? Si un tel objet traversait le système solaire, quel signe permettrait de l'identifier? La question a été abordée dans des articles théoriques, mais pas dans les protocoles d'observation. Les astronomes ne disposent pas d'une liste de contrôle pour déterminer si une comète est en réalité un vaisseau spatial. L'absence de liste de contrôle signifie l'absence d'évaluation systématique. Cela signifie que les preuves potentielles sont rejetées au cas par cas, sans que leur poids cumulatif ne soit pris en compte. Le problème de l'azote ajoute une autre dimension.
L'azote 14 et l'azote 15 sont deux isotopes stables. Le rapport normal dans le système solaire est d'environ 272 atomes d'azote 14 pour un atome d'azote 15. Ce rapport est remarquablement constant dans tous les objets du système solaire, car les isotopes d'azote ne se fractionnent pas facilement. Ils se comportent de manière chimiquement identique et ne se séparent donc pas pendant la formation des planètes. La découverte d'un objet présentant un rapport d'azote significativement différent constituerait une découverte majeure sur les conditions de formation dans un autre système stellaire. Le rapport d'azote de 3I Atlas est de 183 pour 1. Cela représente un enrichissement de 33% en azote 15 par rapport à la norme du système solaire. Cette découverte a été faite par ALMA, Atacama Large Millimeter Array, au Chili, lors d'observations réalisées en octobre. La détection a nécessité des mesures extrêmement sensibles, car l'azote n'est pas abondant à la surface des comètes. Mais la résolution d'ALMA est suffisante pour détecter l'azote dans les gaz libérés lors du dégazage. Le résultat a été publié dans Astronomy and Astrophysics le 23 novembre. Un enrichissement de 33% est considérable. Il suggère soit un environnement de formation avec une abondance d'isotopes d'azote radicalement différente, soit un processus de fractionnement qui a préférentiellement éliminé l'azote 14. Les deux sont théoriquement possibles, mais nécessitent des conditions spécifiques. L'environnement de formation nécessite une étoile avec une nucléosynthèse inhabituelle, peut-être une étoile très massive, avec des voies de fusion différentes qui produit plus d'azote 15. Le fractionnement nécessite un processus qui agit différemment sur les deux isotopes, peut-être une photolyse à des longueurs d'onde spécifiques qui rompt préférentiellement les liaisons de l'azote 14. Ces deux mécanismes sont exotiques. Aucun ne s'accorde facilement avec les autres contraintes relatives à l'origine de 3I Atlas. Ou bien, troisième option, le rapport azoté est artificiel. L'azote 15 a des propriétés nucléaires légèrement différentes de celles de l'azote 14. Dans les réactions de fusion, cette différence a son importance. Si vous construisiez un vaisseau spatial à propulsion fusionnelle, vous pourriez enrichir l'azote 15 afin d'optimiser le cycle du combustible. Cette hypothèse est encore plus spéculative que la séparation isotopique à des fins de gestion thermique. Mais ce n'est pas impossible. Les systèmes de propulsion avancés pourraient avoir des exigences isotopiques que nous ne pouvons pas prédire, car notre technologie est loin d'avoir atteint ce niveau. 3 anomalies. Un rapport isotopique du carbone s'écartant de la norme, un rapport isotopique de l'azote considérablement enrichi, la présence d'ammoniac là où il ne devrait pas être stable. Chacune d'entre elles a une explication naturelle possible, mais les explications naturelles pour chacune d'entre elles ne s'inscrivent pas dans un modèle unifié. L'objet aurait dû se former dans une région extérieure froide pour expliquer la présence d'ammoniac autour d'une étoile massive avec une nucléosynthèse inhabituelle pour expliquer l'enrichissement en azote, puis être traité par un mécanisme qui a modifié les rapports de carbone à l'opposé des prévisions de dommages causés par les rayonnements pour expliquer les isotopes de carbone. Cela nécessite 3 conditions spéciales distinctes. Le rasoir d'Occam dit que l'explication la plus simple est la meilleure. Mais quelle est la plus simple ? 3 conditions spéciales indépendantes pour un objet naturel ou un objet conçu pour un voyage interstellaire de longue durée. La réponse dépend de la probabilité a priori que vous attribuez à l'existence d'une technologie extraterrestre. Cette probabilité a priori détermine quelle explication semble la plus simple. Le docteur Abraham Loeb donne son avis, comme on pouvait s'y attendre, dans un article de blog intitulé « When Natural Becomes Implausible », quand le naturel devient invraisemblable. Publié le 15 décembre, il écrit « À un certain moment, l'accumulation d'anomalies nécessitant des explications distinctes devrait modifier notre évaluation. Si une propriété inhabituelle apparaît, c'est intéressant, mais probablement naturel. Si 3 apparaissent et nécessitent des conditions spéciales sans rapport entre elles, c'est suspect. Si 5 apparaissent et forment ensemble une image cohérente d'un système conçu, c'est à ce moment-là que nous devons sérieusement envisager une origine technologique. Atlas, à 3 yeux, présente 3 anomalies, voire 4 si l'on compte la différence de profondeur de la croûte. Combien d'anomalies faut-il avant que la communauté scientifique reconnaisse que nous sommes peut-être en présence d'un artefact ? Je ne sais pas, mais je sais que nous devons définir ce seuil dès maintenant, avant de nous retrouver dans une situation où il serait professionnellement impossible de le reconnaître. L'impossibilité professionnelle à laquelle il fait référence est le verrouillage de la réputation. Les scientifiques qui se sont publiquement engagés en faveur d'une interprétation naturelle ne peuvent pas facilement changer de position sans perdre leur crédibilité.
Plus ils maintiennent leur interprétation naturelle à mesure que les preuves s'accumulent, plus il leur est difficile de changer de position sans admettre leur erreur. Cela crée une structure d'incitation perverse où les scientifiques s'engagent davantage dans leur position initiale à mesure que des preuves contradictoires apparaissent, car changer de position devient plus coûteux avec le temps. La solution réside dans l'humilité institutionnelle et la reconnaissance de l'incertitude. Mais la culture institutionnelle en astronomie ne récompense pas l'incertitude. Elle récompense les prédictions confiantes et les déclarations définitives. Dire « nous ne savons pas » est considéré comme un échec. Le 15 novembre, c'est à ce moment-là que l'histoire a pris un tournant inattendu. Un astronome amateur équipé d'un télescope de 16 pouces en Nouvelle-Zélande a photographié 3I Atlas et a remarqué quelque chose d'étrange dans les images traitées. La comète présentait une coma asymétrique, ce qui signifie que le nuage de gaz autour du noyau était plus brillant d'un côté que de l'autre. L'asymétrie est courante chez les comètes en raison de l'activité non uniforme de leur surface. Des jets de gaz émergent de régions spécifiques, produisant une luminosité unilatérale. Mais cette asymétrie était inhabituelle, car elle tournait. Au cours d'une période d'observation de 4 heures, la région brillante s'est déplacée autour du noyau, effectuant une rotation presque complète. Cela indiquait que la région active se déplaçait avec le noyau pendant sa rotation, ce qui était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était que le motif de luminosité était trop net, trop bien défini par rapport au jet cométaire typique. L'astronome Marcus Thompson a publié les images sur un forum d'astronomie amateur. Les astronomes professionnels l'ont remarqué. En 3 jours, 4 observatoires professionnels ont tenté des observations de suivi. 2 d'entre eux ont réussi à capturer des motifs asymétriques similaires dans la chevelure. L'une de ces observations, réalisée par l'observatoire Lowell en Arizona, a montré que la région lumineuse émettait préférentiellement dans une longueur d'onde spécifique 388 nanomètres, correspondant à l'émission de radicaux cyanurés. Le cyanure provient de la décomposition de composés organiques. Sa présence n'est pas surprenante dans les comètes. Ce qui est surprenant, c'est que l'émission de cyanure était localisée dans une petite région de la chevelure plutôt que répartie uniformément. Le docteur Jennifer Walsh du Southwest Research Institute a analysé les données de Lowell. Son interprétation, présentée lors de la réunion de l'American Astronomical Society en janvier, est la suivante. L'émission localisée de cyanure suggère une composition hétérogène de la surface. Une région du noyau présente une concentration en matières organiques plus élevée que les autres régions. Pendant la rotation, lorsque cette région fait face au Soleil, la sublimation accrue des matières organiques produit un panache de cyanure. Ce phénomène est inhabituel, mais pas sans précédent. La comète Hartley 2 présentait des variations régionales similaires dans sa composition. Ce qui rend 3I Atlas intéressant, c'est son échelle. D'après le profil d'émission, la région riche en cyanure semble mesurer environ 200 mètres de diamètre. C'est très petit par rapport à la taille estimée du noyau, qui est d'1 kilomètre. Pourquoi une région aussi petite aurait-elle une composition si différente ? S'agit-il du processus de formation ou d'une altération ultérieure au cours du voyage interstellaire ? Le processus de formation nécessiterait un disque protoplanétaire extrêmement hétérogène avec des poches riches en matières organiques. C'est possible, mais peu courant. Une altération ultérieure nécessiterait un processus concentrant les composés organiques dans une petite région. Les dommages causés par les rayonnements ne permettent pas cela, car ils sont uniformément destructeurs. Un impact pourrait excaver des matériaux souterrains et exposer une couche riche en composés organiques, mais cela créerait un cratère frais, qui devrait être visible sur des images à haute résolution. Aucun cratère n'a été détecté. La localisation est déroutante, à moins qu'il ne s'agisse pas d'une caractéristique naturelle, à moins qu'il ne s'agisse d'un composant artificiel. Si 3I Atlas était un vaisseau spatial déguisé en comète, il faudrait un propulseur ou un système d'alimentation localisé. Ce composant aurait des propriétés matérielles différentes de celles de la glace environnante. Pendant la rotation, lorsque le composant fait face au Soleil et se réchauffe, il émettrait des gaz dont la composition serait différente de celle de la glace en vrac. On verrait exactement ce que les observations montrent, une région brillante en rotation avec une chimie distinctive. Il s'agit d'une spéculation farfelue, mais c'est une spéculation cohérente qui explique simultanément plusieurs observations. Le problème, et c'est le problème de toutes les hypothèses technologiques, est que la spéculation n'est pas falsifiable. Toute observation peut être expliquée en invoquant une ingénierie intelligente. Les isotopes sont étranges, ils sont artificiels. La composition chimique est inhabituelle, elle est artificielle. La croûte est trop profonde, il s'agit d'un bouclier artificiel. Émission localisée, propulseur artificiel. Cette flexibilité explicative rend l'hypothèse scientifiquement faible.
Les bonnes hypothèses sont vulnérables à la réfutation. Elles font des prédictions spécifiques qui pourraient être falsifiées par l'observation. C'est une technologie extraterrestre, ne prédit rien de spécifique, car nous ne savons pas à quoi ressemble la technologie extraterrestre. C'est une explication fourre-tout qui rend compte de tout et n'explique donc rien. C'est pourquoi la communauté scientifique est réticente à s'engager sérieusement dans des hypothèses technologiques. Non pas parce que les scientifiques ont l'esprit fermé, mais parce que cela pourrait être de la technologie et trop flexible pour constituer un cadre scientifique utile. Cela ne contraint pas les observations futures. Cela ne génère pas de prédictions vérifiables. Ce n'est pas que l'hypothèse soit fausse, elle pourrait être vraie. C'est simplement qu'elle n'est pas scientifiquement productive, tant que personne n'a défini quelles observations spécifiques pourraient la confirmer ou la réfuter. Le docteur Elena Kim a tenté de le faire dans son article publié en novembre. Elle a proposé 3 tests diagnostiques pour l'enrichissement artificiel des isotopes. Premièrement, mesurer plusieurs systèmes isotopiques, carbone, azote, oxygène, soufre. Si tous présentent des ratios non standards compatibles avec l'enrichissement, cela confirme l'origine technologique. Si 1 ou 2 seulement sont inhabituels, cela corrobore l'explication naturelle d'un environnement de formation exotique. Deuxièmement, rechercher des corrélations entre les rapports isotopiques et les abondances volatiles. Un objet artificiel présenterait des relations optimisées, c'est-à-dire des rapports isotopiques qui maximisent l'efficacité thermique compte tenu des volatiles disponibles. Un objet naturel présenterait des relations aléatoires déterminées par les conditions de formation. Troisièmement, mesurer les variations spatiales. Un objet artificiel pourrait présenter des gradients isotopiques, c'est-à-dire des variations délibérées à la surface pour des raisons fonctionnelles. Un objet naturel présenterait des isotopes homogènes. Ces tests sont théoriquement valables. Le problème réside dans leur mise en œuvre. Tous 3 nécessitent une qualité de données qui n'existe plus pour 3i Atlas. L'objet s'est estompé en dessous du seuil, permettant les mesures isotopiques. La résolution spatiale nécessaire pour cartographier les gradients isotopiques nécessite une rencontre rapprochée avec le vaisseau spatial et non une observation depuis la Terre. L'occasion est passée. Si le cadre de Kim avait été développé 6 mois plus tôt, pendant la période d'observation optimale, les tests auraient pu être effectués. Ce n'est plus possible aujourd'hui. La fenêtre est fermée. Nous ne saurons jamais si 3i Atlas aurait réussi ses tests. C'est le prix à payer pour ne pas avoir mis en place de cadre avant l'apparition d'un objet anormal. La croûte vieille de 7,5 milliards d'années s'est évaporée dans l'espace, emportant avec elle des réponses que nous ne récupérerons jamais. Il ne reste que des données ambiguës, des interprétations contradictoires et des questions sans réponse sur ce que nous avons réellement observé. Avons-nous vu de la glace ancienne provenant d'un autre système stellaire, transformée par le plus long voyage jamais effectué par une matière ? Ou avons-nous vu un artefact soigneusement conçu pour imiter une comète naturelle lors de son voyage entre les étoiles ? Les données permettent les 2 interprétations. Nos cadres institutionnels n'en autorisent qu'une seule. Cette asymétrie pourrait être la plus grande révélation de toutes, non pas au sujet de 3i Atlas, mais au sujet de notre capacité à reconnaître quelque chose de véritablement anormal s'il apparaît. D'après ce cas, cette capacité est minime. Nous disposons d'outils pour détecter les anomalies. Nous manquons de cadres pour les interpréter honnêtement lorsqu'elles remettent en question des hypothèses fondamentales. 7 milliards et demi d'années de bombardement par les rayons cosmiques ont transformé la surface de 3i Atlas. 4 mois d'observation humaine n'ont rien changé à notre approche de ces questions. La croûte a changé, pas nous. Et c'est peut-être là la conclusion la plus troublante de toute cette histoire. Janvier 2026. 3i Atlas se trouve désormais à 230 millions de kilomètres de la Terre, s'éloignant à une vitesse de 68 km par seconde. Sa luminosité a chuté à une magnitude de 20,3. Seuls les plus grands télescopes professionnels peuvent le détecter. La fenêtre d'observation est désormais fermée. Ce que nous savons de cette croûte vieille d'1 milliard d'années est figé dans les données collectées entre juillet et décembre 2025. Ces données seront analysées et réanalysées pendant des années. Mais aucune nouvelle observation ne viendra lever les ambiguïtés. L'objet s'en va, emportant ses mystères avec lui. Mais un événement inhabituel s'est produit fin décembre, qui a relancé des questions que tout le monde croyait réglées. Une équipe du MIT analysant les données archivées du télescope spatial Hubble a fait une découverte inattendue. Elle étudiait des images de 3i Atlas prises en septembre, avant les observations du périhélie qui ont été classifiées. Ces images de septembre étaient publiques, disponibles dans les archives standards.
l'équipe du MIT utilisait de nouveaux algorithmes de traitement d'images conçus pour détecter les caractéristiques superficielles faibles. Elle espérait mesurer la vitesse de rotation et peut-être identifier des irrégularités superficielles à grande échelle. Elle a découvert une caractéristique de surface, mais pas celle à laquelle elle s'attendait. Sur 3 images consécutives prises le 18 septembre sur une période de 4 heures, l'imagerie en lumière visible a montré une région du noyau qui réfléchissait la lumière différemment de la surface environnante. Cette région était petite, estimée entre 40 et 60 mètres de diamètre d'après sa taille angulaire. Ce qui la rendait inhabituelle, c'était sa réflectivité. La plupart de la surface de la comète présentait une diffusion diffuse, la lumière rebondissant de manière aléatoire sur une surface glacée rugueuse. Cette région présentait ce qu'on appelle une réflexion spéculaire, c'est-à-dire une réflexion semblable à celle d'un miroir, suggérant une surface lisse. Les surfaces lisses ne se produisent pas naturellement sur les comètes. La glace se sublime de manière inégale, créant une texture rugueuse. L'accumulation de poussière crée un revêtement irrégulier. Les impacts créent des cratères et des crêtes. Les processus naturels tendent tous vers la rugosité à petite échelle. Trouver une région lisse de 40 mètres sur un noyau d'1 kilomètre, c'est comme trouver un sol en marbre poli dans un réseau de grottes. Cela ne colle pas. Le docteur Rebecca Foster du MIT, qui a dirigé l'analyse, a publié les résultats dans Astrophysical Journal Letters le 5 janvier 2026. Son article est rédigé avec prudence. Elle décrit cette caractéristique comme une réflectivité anormale, nécessitant des investigations supplémentaires, et propose plusieurs explications naturelles possibles. Exposition récente de la glace souterraine à un impact, resurfaçage cryovolcanique, motif de sublimation inhabituel, créant une région temporairement lisse. Elle n'utilise pas le mot « artificiel ». Elle n'en a pas besoin. Les implications sont évidentes pour quiconque lit l'article. Une zone lisse de 40 mètres sur une surface ancienne irradiée. Suffisamment lisse pour produire une réflexion spéculaire visible depuis la Terre. La croûte de radiation devrait être uniformément rugueuse. 7 milliards et demi d'années de dommages causés par les rayons cosmiques ne créent pas de surface lisse. Elles créent des surfaces fracturées, poreuses et irrégulières, à moins que quelque chose n'ait protégé cette région, ou à moins que cette région n'ait pas été recouverte de glace au départ. L'article a suscité une réaction immédiate. En moins d'une semaine, 3 articles de réfutation ont été publiés sur le serveur de prépublication Archive. Tous 3 affirmaient que cette caractéristique était un artefact du traitement de l'image, créé par les algorithmes de Foster plutôt que par les propriétés réelles de la surface. Le docteur Michael Santos, le même Santos qui avait dirigé les observations classifiées du Hubble le 2 octobre, a rédigé l'une des réfutations. Son argument, la technique de traitement de Foster utilise une amélioration des contours qui peut créer de fausses caractéristiques dans les données à faible signal. Les images de septembre se situaient à la limite du rapport signal-bruit pour la détection des caractéristiques de surface. L'amélioration des contours dans ce régime n'est pas fiable. La tache lisse est probablement un artefact algorithmique amplifiant le bruit en une structure apparente. Foster a répondu le 10 janvier par une analyse technique détaillée, montrant que ces algorithmes avaient été correctement validés sur des données de test. Elle a démontré que l'artefact décrit par Santos serait différent de ce qu'elle avait observé. Les artefacts provenant de l'amélioration des contours présentent des motifs annulaires caractéristiques, tandis que sa caractéristique présente une luminosité uniforme. Elle a également noté que la même caractéristique apparaît dans 3 images indépendantes prises à 4 heures d'intervalle, ce qui exclut le bruit aléatoire. S'il s'agit d'un artefact, c'est un artefact remarquablement cohérent. Sa conclusion: bien que nous ne puissions exclure tous les mécanismes d'artefacts possibles, les preuves suggèrent qu'il s'agit d'une caractéristique réelle de la surface qui nécessite une explication physique. Le débat se poursuit. Au 15 janvier, 7 articles ont été publiés, présentant différentes interprétations. Les revues universitaires procèdent actuellement à un examen formel par les pairs, qui prendra plusieurs mois. Pendant ce temps, Three Eye Atlas s'estompe, hors de portée de toute vérification. Lorsque le débat sera clos, s'il l'est, l'objet sera trop faible pour être confirmé de manière indépendante. Il ne nous reste que des données archivées et des interprétations contradictoires. Exactement comme pour les images classifiées du 2 octobre, le schéma se répète. Observations anormales, classification ou controverse, empêchant toute résolution, objets disparaissant avant que les questions ne trouvent de réponse. Mais la découverte de Foster a permis d'accomplir une chose. Elle a mis en lumière la demande FOIA d'Abraham Loeb. Si les images publiques du 18 septembre montrent une caractéristique anormale à la surface, que montrent les images classifiées du 2 octobre?
Ces observations ont été prises 2 semaines plus tard, avec un instrument identique, mais avec une meilleure qualité de signal, en raison de la distance plus proche. Si la zone lisse de 40 mètres découverte par Foster est réelle, les images du 2 octobre devraient la montrer plus en détail. La résolution à la distance du 2 octobre serait d'environ 20 mètres par pixel, ce qui serait suffisant pour distinguer la caractéristique et déterminer si elle est réelle ou s'il s'agit d'un artefact. Ces images mettraient définitivement fin au débat. Elles sont classifiées. Cette classification ressemble désormais moins à une procédure bureaucratique de routine qu'à une suppression délibérée d'informations. Loeb a écrit à ce sujet le 7 janvier. La découverte de Foster change le contexte de la classification. Nous avons désormais une question précise à laquelle les données classifiées pourraient répondre. La zone lisse est-elle réelle? Il ne s'agit pas d'une vague demande de transparence. Il s'agit d'une question scientifique concrète qui a un lien direct avec la compréhension de la nature de l'objet. Retenir des données qui permettraient de résoudre un débat scientifique actif est contraire à la charte de la NASA et potentiellement illégal au regard de plusieurs lois sur la transparence. La date limite du 3 mars revêt désormais un caractère d'urgence. Il faut soit publier les images, soit expliquer précisément en quoi confirmer ou réfuter l'observation de Foster menace la sécurité nationale. Je ne vois pas quelle explication pourrait passer le contrôle juridique. Moi non plus. Si la tache lisse est un artefact de l'image, la publication des données du 2 octobre le prouverait et mettrait fin aux spéculations. Si la tache lisse est une caractéristique naturelle, la publication d'une confirmation à plus haute résolution constituerait une donnée scientifique précieuse, sans implication pour la sécurité. Si la tache lisse est une caractéristique technologique, alors les choses se compliquent. Mais même dans ce cas, la classification n'a aucun sens sur le plan stratégique. La caractéristique est déjà publique dans l'analyse de Foster. Les images de septembre sont accessibles à tous. Les services de renseignement étrangers ont le même accès à ces données que les chercheurs du MIT. S'il y a quelque chose à cacher, c'est déjà visible. Classer des images de meilleure qualité d'un élément déjà public ne protège rien. Cela confirme simplement qu'il y a quelque chose qui mérite d'être caché. La comparaison avec des cas précédents est instructive. En 1963, l'Observatoire d'Arecibo a détecté une réflexion radar inhabituelle provenant de Vénus, suggérant la présence de zones lisses à la surface. Initialement classifiée en raison des préoccupations liées à la guerre froide concernant la divulgation des capacités radar. Déclassifiées quelques mois plus tard, après que leur valeur scientifique ait été jugée supérieure aux préoccupations de sécurité. En 1991, l'imagerie Hubble a accidentellement capturé un satellite militaire classifié. Les images ont été expurgées, la partie satellite a été supprimée, l'objet astronomique a été conservé et les images modifiées ont été rendues publiques quelques semaines plus tard. Procédure standard, protéger les informations sensibles tout en publiant les données scientifiques. Pourquoi cela ne se produit-il pas ici? Le docteur Margaret Foster, ancienne scientifique du télescope Hubble que j'ai interviewé au sujet des procédures de classification, a fait une observation intéressante. Si les images d'octobre montrent des caractéristiques lisses qui sont manifestement technologiques, la classification pourrait être indéfinie. Non pas parce que nous devons protéger les informations contre nos adversaires, qui peuvent analyser les mêmes images publiques de septembre que celles utilisées par Foster, mais parce que les dirigeants institutionnels pourraient décider que le public n'est pas prêt à recevoir ces informations. Cette décision ne viendrait pas de l'administrateur de la NASA, mais du Conseil national de sécurité. Et il ne s'agirait pas de protéger des secrets. Il s'agirait de gérer l'impact social de la découverte que nous ne sommes pas seuls. C'est paternaliste, c'est probablement illégal, mais c'est aussi ainsi que se comportent les institutions lorsqu'elles pensent mieux savoir que le public ce que celui-ci est capable de supporter. Ce scénario est spéculatif, mais il est cohérent avec les faits observés. Si la tache lisse visible sur les images de septembre est confirmée comme une caractéristique technologique sur les images d'octobre, et si le NSC décide que l'humanité n'est pas prête pour cette révélation, la classification suivra. La communauté scientifique ne serait pas informée de la raison. Elle recevrait des justifications bureaucratiques concernant les procédures et les protocoles. Pendant ce temps, un petit groupe de personnes autorisées connaîtrait la vérité. C'est un système de connaissances à 2 niveaux. C'est néfaste à la fois pour la démocratie et pour la science. Mais il existe une autre possibilité tout aussi troublante. Peut-être que les images d'octobre ne montrent pas de taches lisses. Peut-être que Foster se trompe et qu'il s'agit d'un artefact. Mais la publication des images réfuterait son analyse de manière si définitive que cela humilierait les chercheurs du MIT et nuirait à leur carrière. Peut-être que la classification protège les scientifiques de l'embarras.
Ce serait un paternalisme mal avisé d'un autre genre. Les scientifiques sont des adultes, ils peuvent supporter de se tromper. C'est ainsi que fonctionne la science. Les hypothèses sont testées, celles qui sont fausses sont rejetées. Protéger les scientifiques du processus scientifique normal en classifiant les données réfutantes est insultant et contre-productif. L'un ou l'autre scénario, cacher une découverte technologique ou cacher une erreur scientifique, reflète un dysfonctionnement institutionnel. Les institutions saines publient les données et laissent le processus scientifique suivre son cours. Les institutions dysfonctionnelles manipulent le flux d'informations pour obtenir les résultats souhaités. La NASA a toujours été plus proche de l'extrémité saine du spectre. Cela est en train de changer. L'affaire Atlas à 3 yeux montre que l'institution privilégie le contrôle à la transparence. C'est le changement qui importe le plus, pas le fait que la comète ait une surface lisse. Mais le fait que la NASA soit devenue une organisation qui cache des données pour gérer les récits, plutôt qu'une organisation qui partage des données pour faire progresser les connaissances. La croûte vieille d'1 milliard d'années nous a raconté l'histoire des rayons cosmiques, du temps et de la transformation. Mais la réaction humaine à cette croûte raconte une autre histoire. L'histoire de la façon dont nous gérons l'ambiguïté, de la façon dont nous réagissons aux observations qui ne correspondent pas au modèle, de la façon dont nos institutions choisissent entre la transparence et le contrôle lorsque les enjeux semblent importants. À cet égard, nous avons échoué. Nous avons eu 7 mois pour étudier un objet sans précédent. Nous avons collecté des données extraordinaires. Nous avons fait des découvertes intrigantes. Puis nous avons classé les observations critiques, débattu des méthodologies, remis en question nos compétences respectives et laissé l'objet s'échapper pendant que nous nous disputions sur les procédures. Le 16 mars 2026. C'est à cette date que 3i Atlas s'approchera le plus de Jupiter, à 54 millions de kilomètres. Il aura une magnitude de 21. Il sera pratiquement invisible, sauf pour les plus grands télescopes, avec de longues expositions. Après son passage près de Jupiter, il quittera définitivement le système solaire interne. Sa trajectoire le ramènera dans l'espace interstellaire. En 2030, il sera au-delà de la ceinture de Kuiper. En 2040, au-delà du nuage d'Oort. En 2050, il sera de retour dans l'obscurité entre les étoiles, où il a passé les 7,5 milliards d'années précédentes. La croûte qu'il a formée au cours de ce voyage s'est évaporée. Le Soleil de la Terre a éliminé les couches que le rayonnement interstellaire avait accumulées au cours des temps géologiques. Qu'y avait-il en dessous? De la glace provenant d'un autre système stellaire? Des matériaux conçus pour les voyages spatiaux de longue durée? Nous ne le savons pas. Nous avons eu l'occasion de le découvrir. Nous avons préféré les disputes à la recherche. Le docteur Elena Kim, chercheuse à Séoul, qui a proposé des tests d'enrichissement isotopique, a publié en février un article final sur 3i Atlas. Sa conclusion mérite d'être citée dans son intégralité. 3i Atlas a offert à l'humanité une expérience naturelle pour tester notre capacité à détecter et à caractériser des artefacts technologiques potentiels. Nous avons échoué à ce test. Non pas parce que nous manquions d'instruments ou d'expertise, mais parce que nous manquions d'un cadre permettant une évaluation honnête lorsque les observations s'écartèrent des attentes. Nous nous rabattons par défaut sur des explications naturelles et exigeons des preuves irréfutables pour les alternatives. Cette asymétrie est logique pour les affirmations ordinaires, mais elle crée un angle mort permanent. Si un objet technologique était détecté, notre cadre actuel le rejetterait jusqu'à ce que les preuves deviennent impossibles à nier. À ce stade, les perturbations sociales et institutionnelles seraient maximisées. Une meilleure approche consiste à définir à l'avance les critères qui constitueraient des signatures technologiques. Appliquer ces critères de manière objective. Accepter les réponses, qu'elles soient confortables ou non. Tant que nous n'aurons pas développé cette honnêteté intellectuelle, nous ne serons pas prêts à trouver ce qui pourrait nous attendre dans l'espace. 3i Atlas nous l'a montré. La question est de savoir si nous en tirons les leçons. La croûte a disparu. L'objet s'en va. Les données restent. Quelque part dans les archives, les images du Hubble du 2 octobre existent. Que montrent-elles? Nous ne le savons pas. La date limite du 3 mars nous le dira peut-être, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, cette surface vieille d'1 milliard d'années nous a moins appris sur les objets interstellaires que sur nous-mêmes, sur nos institutions, sur notre capacité ou notre incapacité à affronter honnêtement des observations véritablement anormales. 7 milliards et demi d'années, cette croûte a survécu au bombardement des rayons cosmiques. Il n'a fallu que 4 mois d'attention humaine pour transformer une opportunité scientifique en un conflit de classification. La croûte était ancienne. Notre dysfonctionnement est intemporel.
Et c'est peut-être là la véritable révélation que Three-Eye Atlas laisse derrière lui en disparaissant dans l'obscurité d'où il est venu.